et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On refait la game. Donc on est de retour en moderne. Je suis aujourd'hui accompagné d'un invité surprise. Donc voilà, donc c'est Timothée Turcot. Enchanté. Enchanté, voilà. Alors on va un petit peu expliquer qui c'est. Donc Timothée Turcot, c'est le président de l'association Les Hordes de Maltu. Donc voilà, c'est une association qu'on apprécie beaucoup, avec qui on fait beaucoup de projets en commun. Et donc, en tout cas. Voilà. Donc c'est la première fois qu'il est avec nous, donc on est vraiment très content qu'il soit là. On va juste lui laisser expliquer un petit peu ce que c'est les Hordes de Maltu, vite fait, ce que vous faites dans la région. Et voilà, donc, je te laisse un peu la parole. Alors au même titre que la Team Tokar, on est une association Magic the Gathering. Donc nous on est situé à Haute-Hersal, c'est dans le coin de Saverne et tous les environs autour. Et notre but c'est d'essayer de recruter des joueurs et de faire grandir la communauté Magic en Alsace de façon à interagir avec les autres équipes et avoir toujours plus de fun. Voilà, ils ont un Facebook, ils ont aussi un site, n'hésitez pas, on vous le mettra dans le descriptif, n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas si vous êtes de la région, on vous convie à vraiment y aller, c'est super sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on dit, on est sur on refait la game. Le deck qu'on va vous présenter avec Timothée va être un deck qui est un tier 1, voilà, on s'est dit on vous a assez présenté de tier 2. Aujourd'hui, on va vous présenter 2 tier 1 du moment. Donc le premier qu'on commence aujourd'hui, c'est un deck où on va juste faire un petit récapitulatif sur ce que c'était. C'est un deck qui a commencé à l'époque en s'appelant Pod, Abzan Pod. C'était joué sur un artefact qui permettait de sacrifier des créatures pour en chercher des plus grosses. Il y a eu un ban de Pod, il y a eu ce qu'on appelle des bans Abzan Podless, où on a justement joué pareil une combo mais sans cet artefact là, avec la sortie d'une nouvelle carte qui s'était appelée Collected Company. Et tout récemment, le nom a encore changé, vous voyez, le nom n'arrête pas de changer, et le pack s'appelle Counter Company. Mais plus généralement, on arrive à retrouver des archétypes qui s'appellent Creature Toolbox, qui sont plus ou moins articulés de la même façon autour de Collected Company et Chord of Calling, de façon à amener des petites créatures à interagir ensemble. Voilà, donc le concept du pack, c'est un pack de créatures, comme on dit, et sur lequel on va essayer de faire des interactions, des synergies qui vont nous permettre de faire des choses assez dégénérées, qui sont souvent des loops infinis. Donc on va commencer par expliquer le pack. Donc, je t'écoute, par quoi tu veux nous commencer? On a parlé de Collected Company, et il s'avère que c'est effectivement la carte centrale du pack. Donc Collected Company, qu'on peut voir ici, c'est une carte qui coûte 4 mana. C'est un éphémère, et pour ces 4 mana, on va pouvoir regarder les 6 cartes du dessus de la bibliothèque, et dans ces 6 cartes, on va pouvoir prendre 2 créatures qui coûtent 3 ou moins, et les mettre directement sur le champ de bataille. Alors ce qui se passe, c'est que la carte est très forte, parce que pour une carte, on arrive à invoquer 2 créatures, ou potentiellement 2 créatures. On fait du CA, quoi. Mais il y a une petite contrainte, les créatures doivent coûter 3 ou moins. Donc du coup, ça nous impose une restriction, et tout le deck va être créé autour de cette carte, donc la plupart de nos créatures vont être de 3 ou moins. Quasiment toutes même, je dirais maintenant. Alors, avant, à l'époque, on jouait le red cap qui coûtait 4. Voilà, le red cap qui coûtait 4, et du coup, on l'a enlevé. On l'a enlevé parce qu'on a trouvé d'autres moyens de faire des dégâts infinis. Voilà. Mais la carte qui fait des dégâts infinis ne sort toujours pas sur Collected Company. Elle ne sort toujours pas sur Collected. 4, mais elle ne sort toujours pas sur Collected. C'est sûr, on va y venir. Donc après, pour soutenir Collected Company, on a également la Chord of Calling. Donc Chord of Calling qui est également un éphémère et qui va nous permettre de chercher n'importe quelle créature dans notre bibliothèque et la mettre directement sur le champ de bataille en éphémère. Voilà. Donc ça, c'est les 4 sorts de tuto qui sont vraiment la base de tous les packs Creature Toolbox. Et donc ça va permettre de chercher ce qu'on veut au moment où on le veut. Donc que ce soit du combo pour aller tuer l'adversaire, que ce soit des cartes qui vont permettre d'empêcher l'adversaire d'aller plus loin, ou des cartes qui vont juste nous générer de la value et d'aller tuer l'adversaire en attaquant à l'ancienne. On va juste faire une petite précision par rapport à Compagnie Rassemblée, donc le nom français. C'est que non seulement ça nous oblige à jouer des cartes qui coûtent 3 ou moins, mais ça nous oblige aussi à jouer une quantité assez importante de créatures, puisque comme il y a un côté aléatoire, vu qu'on va regarder sur les 6 cartes de la bibliothèque pour en choisir 2, il faut qu'on puisse être sûr d'en avoir minimum une, et vraiment la plupart du temps 2, pour éviter de se prendre 6 cartes où il n'y a rien et avoir payé 4 mana pour rien. Donc c'est souvent, on va avoir des packs, on va jouer entre 28 et 30, voire 31 créatures en fonction des... 26 créatures, c'est un grand minimum pour Collected Company. Donc post-side, quand vous allez sortir des créatures, il ne faut jamais descendre en dessous de 26 parce qu'après ça devient vraiment bancal et vous allez faire des Collected qui pour 4 mana vont invoquer une seule créature. C'est pas optimal. Voilà, c'est pas optimal. Donc c'est la petite précision que je voulais dire. Alors ce deck a 2 combos. On va commencer par expliquer en général la première combo, l'ancienne, celle qui est la combo de base. Alors du coup, ça tourne autour de Kitchen Finks et de la persistance de cette créature. Ouais, donc Kitchen Finks qui pour 3 mana est une 3-2. Quand elle arrive en jeu, on gagne 2 points de vie. Et la persistance dit que quand elle va au cimetière, on la renvoie en jeu si elle n'a pas de marqueur -1/-1 sur elle, avec un marqueur -1/-1 supplémentaire. C'est ça. Ensuite, on a le Voyant des Viscères, le Viscéracire, qui permet de sacrifier une créature pour Scry 1. Donc c'est un sacrifice qui est totalement gratuit et donc ça permet de faire des moteurs infinis. Parce que tant qu'on a une créature à sacrifier, on peut le faire sans rien payer de plus. C'est ça, il n'y a pas de mana à engager. Et donc anciennement Anafenza ou Melira. Donc Anafenza qui actuellement dit
2 pour une de 2, et dès qu'une créature arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur la créature qui a l'endurance la plus faible. C'est ça. Alors du coup... Et si les deux endurances sont égales, c'est nous qui choisissons. Du coup, comme le Kitchen Finks, quand il revient, il est 2-1, il n'y a pas d'endurance plus faible que 1. Et donc on peut choisir entre soit le Viscéracier qui est 1-1, soit le Kitchen Finks qui est 2-1, les endurances sont égales. On met le marqueur bolster de Anafenza sur le Kitchen Finks, le marqueur -1/-1 et le marqueur +1/+1 vont s'annuler, et du coup le Kitchen Finks sera de nouveau 3-2 sans marqueur -1/-1. On peut le resacrifier derrière et recommencer à faire cette boucle pour gagner des points de vie à l'infini. Et faire un scry infini. Voilà, le petit avantage c'est qu'en plus on a un scry infini, donc souvent on peut aller chercher la carte qu'on veut pour aller tuer l'adversaire juste après. On l'a joué aussi avec Melira, qui permettait de ne pas avoir de marqueur du tout. Qui était relativement forte contre infection, mais qui a un petit peu disparu. Qui a un peu disparu grâce à une nouvelle carte qu'on verra après. Et du coup, avec alors le problème qui se passait à cette époque, avec cette première combo, ce que je vois, c'est que super, mais point de vie infini, ça ne fait pas gagner. Ça ne fait pas gagner, effectivement. Mais la plupart des decks ont tendance à concéder contre point de vie infini parce qu'ils ne peuvent pas en revenir. Par contre, c'est vrai que ça devait nous forcer à jouer une condition de victoire alternative. Qui était à l'époque le Red bonnet Cap, rouge, le bonnet rouge, meurtrier. qui marchait exactement comme Kitchen Finks, qui avait la persistance, sauf que lui, quand il arrivait en jeu, il collait 2 dégâts à une cible créature ou joueur. Donc on pouvait faire des dégâts à l'infini parce qu'il revenait à l'infini. Alors je crois qu'il collait autant que sa force, non? Peut-être autant que sa force. Donc il collait 1 quand il revenait. Donc sous Anafenza il collait 1 et sous Melira il collait 2. C'est ça. Parce qu'il revenait à voilà. Oui. C'était une petite précision. Donc du coup c'est la première combo qui est celle qu'on garde aussi. À côté de celle-là il y a une toute nouvelle combo et c'est l'intérêt de ce pack qui est devenu Tyrin. Grâce à une seule carte, je te laisse la présenter. Elle est sortie très récemment dans la manquette, elle s'appelle le Vizir des Remèdes. Et c'est 2 pour une de 1, une petite unco qui paye pas de mine. Et elle dit, alors le texte est un petit peu... en gros, au moins un marqueur -1/-1 devait être mis sur une carte de créature que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs -1/-1 sur elle, -1 à la place. Donc en gros, dès qu'un marqueur -1/-1 est mis sur une créature, on en met 0 à la place. Si 2 marqueurs -1/-1 sont mis sur une créature, on n'en met qu'un seul. C'est ça. À chaque fois qu'il y a des marqueurs -1/-1 qui doivent être mis, on en met X -1. Exactement. Et donc, ça combote exactement de la même façon avec notre Kitchen Finks qui a la persistance, parce que quand il revient, on met un marqueur -1/-1 sur lui, -1, 0, et donc on peut faire cette boucle à l'infini. Donc cette carte-là, elle a remplacé Melira dans le pack, et permet toujours d'interagir avec cette ancienne combo. Et au-delà de ça, on a une nouvelle combo qui est arrivée, parce que le fait d'enlever ces marqueurs -1/-1 nous permet d'ajouter une nouvelle carte, qui est Druidesse dévouée. Voilà, qui est une 0-2, qui nous ajoute un mana vert, et que si on met un marqueur -1/-1 dessus, on la dégage. Et donc on peut la dégager à l'infini parce que c'est un effet de remplacement, donc on va dégager la Druidesse dévouée, on met un marqueur -1/-1 sur elle, à la place on en met 0 parce qu'on contrôle la vizir, on la réengage, on refait un mana vert, etc., etc., de façon à faire du mana à l'infini. C'est ça. Alors, mana à l'infini, c'est pareil, c'est bien joli comme combo, mais ça ne sert à rien en soi. Il faut trouver un truc à côté qui permette de tuer l'adversaire. Et donc pour tuer l'adversaire, avec mana à l'infini, on va profiter d'une carte qui est sortie récemment qui s'appelle Walking Ballista. Donc Walking Ballista, qui est une XX pour X. Pour X. Et donc on paye X égale infini, on met une baliste infini, et donc cette créature-là peut retirer des marqueurs pour coller des blessures. À chaque fois qu'on retire un marqueur dessus, c'est une capacité gratuite, on met un dégât à une cible, créature ou joueur. Et donc on peut retirer des marqueurs à l'infini de façon à coller des dégâts à l'infini. Par contre, comment est-ce qu'on fait pour invoquer cette baliste? Parce qu'on a mana infini et il faut trouver la seule baliste qu'on a dans le pack. Parce que sur corde d'adjuration, malheureusement, elle arrive à 0. Et donc ça marche pas. Sur compagnie aussi, pareil. Donc on va jouer le Duskwatch Recruiter, le recruteur de la garde, il me semble. C'est ça, le recruteur de la garde, oui, c'est ça. Donc c'est une carte double face qui est sortie dans Shadow over Innistrad. Vous verrez les deux faces. La face 1 est plus intéressante pour nous parce qu'elle nous permet de faire un effet de recrutement. Donc pour 3, on va regarder les 3 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut mettre une carte de créature dans notre main. Et le reste en dessous. Et le reste en dessous. Et du coup, quand on a mana infini, on peut faire cet effet à l'infini. Donc on peut recruter des créatures à l'infini et tourner sur notre deck de façon à épurer la totalité du deck jusqu'à trouver la baliste, puis la jouer de notre main et avoir notre condition de victoire. C'est ça. Alors c'est un des rares decks vraiment où cette carte, franchement, si elle n'avait pas une double face, ce serait limite mieux. Parce que des fois, on a peur de la poser trop tôt. Parce que du coup, si elle flip, on peut plus partir en combo avec. Et comme ça, l'adversaire, nous on la pose, l'adversaire dit moi je fais rien sur mon tour. Donc la carte flip et le combo n'est plus possible. C'est ça. Alors elle a un effet intéressant de l'autre côté aussi, mais pas autant que ce qu'on veut. Un incolore de moins, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors juste une petite précision pour ceux qui se posent la question. Pourquoi est-ce qu'on pouvait pas faire la combo Druidess à l'époque avec Melira ou avec Anafenza? Anafenza a besoin qu'il y ait une créature qui arrive en jeu, donc ça ne marchait pas. Et Melira en fait nous interdisait simplement de pouvoir passer des marqueurs sur notre créature. Du coup, ce qui est passé avec la Druidess dévouée, c'est qu'on pouvait même pas activer la capacité qui était de mettre un marqueur -1/-1 pour la dégager. Du coup, en fait, la combo ne marchait pas. La force de Vizir, c'est qu'il nous laisse faire notre action, sauf qu'à la place de mettre ce marqueur, on met rien. Donc, du coup, c'est pour ça que la combo marche.
Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont dit mais pourquoi on l'a pas fait à l'époque avec Minira? C'était juste pas possible au niveau des règles. Voilà, simplement. Petit dernier avantage de Vizir, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'avant qu'Anafenza jouait, les gens jouaient 3-4 Melira, et le problème d'Anafenza avec Minira, c'est des créatures légendaires. Donc on ne pouvait en avoir qu'une seule sur le champ de bataille. Maintenant, on peut avoir 4 Vizirs sur le champ de bataille, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est juste une petite chose. Donc maintenant qu'on a vu nos deux combos, la question c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Bah, il va falloir soutenir cette combo. Donc, dans un premier temps, on a parlé de Collected Company et Chord of Calling, mais c'est des sorts qui coûtent soit 4, soit X, donc c'est des sorts qui sont très manavores, et donc on a besoin de s'accélérer pour les faire le plus vite possible. Et donc, pour ce faire, on a des accélérateurs de mana. Donc, la Druidesse des Voies en elle-même est un accélérateur de mana et une pièce de combo. Et en plus de ça, on va jouer des mana d'orc, donc des cartes qui coûtent un mana et qui permettent d'ajouter un mana à notre mana pool. Donc, Bird of Paradise et Noble Hiérarche. Ouais. Et donc, ils vont nous permettre de fixer des couleurs, d'aller plus vite et de faire des compagnies tour 3. C'est ça, l'important en fait, c'est comme dit, pouvoir faire compagnie le plus vite possible. On a vu aussi que corde à duration, pour ceux qui voient, il y a la capacité de convocation aussi. Donc le fait d'avoir plein de petites créatures, alors pas que des dorks, mais le fait d'avoir des créatures sur le champ de bataille, on peut les engager plus vite. pour aller plus vite. Donc voilà, donc là on a l'accélération pour arriver vers la combo, on a les tuteurs, et à côté on va toujours avoir un petit peu comme dans Tupac, des petits spots un peu plus flex sur lesquels, plus libre, on va pouvoir entrer un petit peu ce côté toolbox, puisque quand on a la possibilité de chercher des cartes, on va pouvoir le faire. Donc il y a d'abord les créatures qui sont en interaction vraiment avec la combo. Donc, Et en interaction avec la combo, et des cartes que les joueurs qui aiment ce genre de pack apprécient tout particulièrement parce que ça va pouvoir faire des petites choses à droite à gauche, ça va pouvoir buter, et ça tout le monde apprécie. Donc on a le témoin éternel, qui est le Snapcaster vert. C'est ça. 3 pour une 2-1, quand elle arrive en jeu, on peut renvoyer une carte de notre cimetière en main. Voilà. Avec compagnie, c'est génial. Il s'avère que voilà, avec compagnie ça marche super bien parce que vous faites Collected Company, vous trouvez Eternal Witness, effet d'arrivée en jeu, on récupère Collected Company. Ouais. La carte nous a coûté 4 mana et on la remet en main à la fin du tour, c'est parfait. Ça marche aussi avec Chord of Calling, parfois on peut faire des Chord of Calling à 3. On ramène Eternal Witness cible Chord of Calling, on récupère la corde, c'était gratuit. C'est ça. On a une créature en plus qui arrive. Et la petite nouveauté par contre, qui était Le Renégat Rallieur. Voilà. Qui va faire un effet un petit peu similaire mais différent. Donc il va profiter de la capacité révolte. Donc si un de nos permanents a quitté le champ de bataille ce tour-ci, on va pouvoir activer la révolte. Donc ça s'active sur les fetch ou sur le sacrifice de Viscéracir, donc c'est très simple à mettre en place. Et quand il arrive en jeu, si la révolte est active, on renvoie une carte de créature, non, une carte de permanent de notre cimetière qui coûte 2 ou moins. Donc ça cible et les créatures de la combo parce qu'on a beaucoup de cartes qui coûtent 2 ou moins et les landes. Donc par ça nous fait une accélération et ça nous permet aussi de faire des compagnies de tour 3 sans les accélérateurs de mana. Ça, on peut faire un double, en fait on peut faire un double fetch et c'est plutôt fort. Alors il faut savoir que toi tu as fait le choix d'en jouer 2 et 2. 2 et 2. On peut jouer autant qu'on veut. Il y a des versions aujourd'hui qui jouent 4-0, il y a des versions qui jouent 3 rallieurs et 1. Le souci de rallieur c'est qu'il faut jouer par contre un nombre de fetch qui est quand même assez important. Voilà, parce donc, que ça s'active plus facilement avec les fetch. Donc si vous en jouez que 5 ou 6, c'est pas la peine, il faut jouer minimum 9 fetch, voire des versions qui jouent 10 quand ils jouent 3 rallieurs. Ouais. Parce que c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est quasiment toutes nos cartes de la combo, à part Kitchen Things, se fait réanimer sur le rallieur directement. Voilà, donc ça c'est la force du pack. Donc là, on a vu ces cartes-là qui vont aider le pack. Maintenant, on a 3 ou 4 slots qui sont totalement libres. Alors, et qui vont dépendre vraiment de chaque joueur. Dans cette version, il en reste 3. Voilà. Donc, premièrement, on a l'immonde nécrophage. Je pense qu'on a presque plus besoin de le présenter celui-là parce que c'est un must-have dans plein de decks. 2 pour une 2-2, mais il va pouvoir grignoter les créatures de l'adversaire pour réduire la force de Tarmogoyf. Il va pouvoir empêcher l'adversaire d'avoir le délire. Il va pouvoir tuer Lingering Souls avant que ça flashback. Il a un tas d'utilités qui sont fantastiques, même contre Burn, ça fait gagner 2-3 points de vie. C'est une carte, je vais pas dire indispensable, mais elle a sa place quelque part dans les 75. C'est ça, totalement. On a l'esprit dévoué, 2 pour une 2-1 vol, et si on le sacrifie, on va rendre nos permanents indestructibles, nos créatures indestructibles pour le tour. C'est-à-dire qu'au pire des cas, c'est une créature qui attaque. Voilà, c'est une 2-1 volt. On a vu qu'on a 2-3 cartes qui ont l'exaltation, donc ça peut mettre des bonnes baffes. Et de temps à autre, ça va permettre de protéger la combo parce qu'on a assez peur de tout ce qui est Vras dans le pack, parce que forcément on a beaucoup de créatures. Et si l'adversaire nous dégage toutes ces créatures, on va perdre très rapidement. Et donc lui, il est là pour dire si t'as une Vras, j'arrive à m'en sortir. Je fais une Chord of Calling, je le cherche en éphémère, je le sacrifie et je protège toutes mes créatures. T'as perdu ta Vras pour rien et je gagne juste après. C'est ça, exactement, c'est très très bon. Et la dernière carte que j'aime beaucoup, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Le Tracker infatigable. Donc c'est une carte qui est aussi apparue dans Shadowver Innistrad. C'est une carte qui est excessivement forte contre tout ce qui est mid-range et tout ce qui va être un match-up un peu plus long. Parce qu'à chaque fois qu'on va lander une carte, lander un terrain, on va avoir un indice. Dès qu'on sacrifie l'indice, lui il va grossir, donc c'est une carte qui toute seule grossit. Et les indices permettent de piocher. Donc avec les fetch, c'est très fort parce que vous posez le fetch, vous avez la première enquête.
vous fetchez, vous ramenez le deuxième terrain, vous avez une deuxième enquête, vous piochez des cartes. Dans un deck combo, piocher des cartes, c'est toujours une bonne chose, ça permet d'accélérer, d'aller plus vite dans sa combo, ça permet de tenir les parties mid-range, vous n'arrivez pas à tuer l'adversaire, ça permet d'aller chercher des solutions, que du bon. Voilà, c'est exactement ça. Alors là on a vu à peu près en gros le deck, on va juste parler d'un petit peu des variantes qui existent. Donc il existe des variantes déjà qui vont jouer des fois une deuxième ballista ou qui des fois vont jouer un kill alternatif qui est Ronas, le dieu qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui permet de donner plus 2, plus 0 piétinement à une créature en payant 3. Donc avec mana infini, on peut commencer à booster toutes nos créatures. Il y a des versions qui jouent entité miroir. Qui fait des créatures infinies. Il y a des versions qui vont splasher rouge. Du coup là on joue la version Abzan, la version qui splasher rouge pour jouer Kessig, le terrain qui permet de payer X plus un vert, un rouge et donner le piétinement et plus X plus 0. Et généralement on voit des chevaliers du reliquaire pour aller chercher ce terrain et le tutoriser pour rester dans cet esprit tuteur. Il y a des versions qui vont rajouter du bleu pour rajouter l'enchantement derrière avec Chevalier du Reliquaire justement qui va permettre de faire des points finis. Retraite tour de Coraël. Voilà, c'est ça, retraite de Coraël. Donc là, c'est comme dire, la base du pack, c'est vraiment les 4 cordes, les 4 compagnies et derrière la combo avec les druidesses, les vizirs, tout ça. Et derrière, si on rajoute la version noire, on peut jouer vraiment sur l'ancienne combo qui est la version Kitchen Finks Viscerasir. Si on rajoute du rouge, on peut faire des tutos sur des Magus of the Moon qui permettent de faire un effet Blood Moon en éphémère et parfois c'est super fort contre les packs Eldrazi, contre les packs Abzan, contre un tas de packs modernes. Et la bleue permet d'avoir Reliquaire plus Coraelm, avoir une autre combo. Voilà. Donc là, c'est un pack qui a vraiment beaucoup de possibilités d'être joué et vraiment très intéressant. Je me permets juste de rajouter par rapport à la traqueuse qu'il faut, comme dit, par rapport au rallieur, il faut jouer pas mal de fetch aussi, c'est pareil, c'est des cartes qui sont intéressantes. Et maintenant, justement, en parlant de fetch et de terrain, on va passer à la mana base. Donc, on va passer, je pense, par justement le nombre de fetch. Donc, toi, tu en joues combien? Moi, j'en joue 8. Ok. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu faible avec une traqueuse et de rallieur, mais le fait est que j'ai 8 cibles fetchables et je suis toujours un petit peu tiraillé à avoir plus de fetch que de cibles fetchables et ça me plaît que moyennement. Donc du coup là j'ai 8 fetch, des blancs verts et des verts noirs parce que le vert c'est la couleur prédominante dans le pack, donc on va avoir un maximum de vert et ensuite le noir pour tutoriser nos cartes noires, le blanc pour tutoriser nos cartes blancs tout simplement. Je vais avoir au niveau des Ravland 4 Ravland, 2 blancs verts parce que c'est la couleur qui prédomine dans le pack. Et ensuite de temps à autre vous allez avoir besoin d'utiliser du noir, que ce soit pour Viscerasir ou pour vos cartes de side. Donc du coup le vert noir et le blanc noir. C'est ça. Et 4 basiques. 2 verts parce que c'est toujours la couleur qui prédomine, un blanc, un noir, ça suffit. Derrière, on a 5 autres terrains qui sont un petit peu différents. On a le Razorverge Ticket. Oui, allié de l'orée des rasoirs. Voilà, tout à fait. Donc il y a le Fastland blanc-vert. Donc on veut jouer des trucs en début de partie, ça permet d'aller vite, c'est un bon terrain. Et là, on a les terrains qui vont bien. Donc on disait que 8 fetch c'était peut-être un peu faible, mais on a un terrain supplémentaire qui s'est canopé de l'horizon. Oui. Donc c'est un terrain qui ajoute du blanc ou du vert sous contrainte de perdre un point de vie, mais qui peut se sacrifier pour piocher une carte. Donc ça fait un terrain qui sacrifie en plus, ça permet d'activer la révolte, ça fait des trucs sympas avec Tracker. Et piocher, on a dit que c'était toujours une bonne carte dans ce genre de deck. C'est une carte qui en ce moment, même dans certaines listes, est montée, les joueurs en montent à 2 voire x3. C'est ça. Parce que du coup, comme dit, c'est une carte qui peut revenir sur Rallieur, qui peut revenir sur Witness, ça fait piocher des fois. Des fois, le problème, dans le pack, on se retrouve, et c'est pour ça qu'aussi on joue traqueuse, c'est que des fois on se retrouve à vider sa main et on n'a plus de follow-up derrière pour arriver à tenir les parties un peu sur le long terme. Exactement, donc c'est pour ça que c'est une très bonne carte. Et la dernière carte qui fait que le pack peut être jouable même si l'adversaire arrête pas de nous tuer les bêtes et nous empêche de partir en combo, c'est Gavony Township. Alors Gavony Township, c'est un terrain qui produit un incolore, mais qui pour 2 incolores, un blanc, un vert, va poser un marqueur +1/+1 sur toutes nos créatures. Ouais. Alors on voit l'importance des marqueurs +1/+1 dans le deck, parce qu'avec la persistance, ça va permettre de recommencer à bloquer avec le Kitchen Finks, et ça va pouvoir faire des bloqueurs plus ou moins infinis. Et puis bon, quand vous avez beaucoup de créatures, à un moment vous les faites juste grossir, vous tapez avec des 5-5, et la partie se passe très bien. L'importance aussi, il faut se rendre compte je me permets juste de rajouter, Comté de Gavony est très important dans le jeu où on joue beaucoup de créatures faibles. Donc là on va jouer, vous voyez, ce qu'on appelait avant des dorks, des accélérateurs de mana. C'est des cartes qui sont très très bonnes en début de partie, mais qui en fin de partie vont vraiment être assez moyennes. C'est des mauvais top decks. Voilà, et donc du coup l'intérêt de ce terrain c'est de dire, écoute, au bout d'un moment si je me retrouve avec 8-1-1, tiens, tout à coup ils vont passer 2-2, tout à coup ils vont passer 3-3. Et quand on commence à avoir des 1-1 qui passent 3-3 qui commencent à attaquer, ça permet d'avoir un plan un peu plus mid-range. Alors avant on en jouait 3 des comtés de Gavony parce que justement on jouait un peu plus de dork et on jouait des cartes comme Noble Hierarche qui du coup permettaient de mettre des gros tons, donc on avait un côté un peu plus mid-range. Le pack c'est beaucoup plus combo maintenant. C'est quasiment
que du combo. Voilà, c'est ça. On On a un peu enlevé ce côté mid-range qu'il y avait avant. Mais en tout cas, le pack est super intéressant. Comme dit, moi, c'est le tier 1 du moment. C'est un pack qui a peut-être pas encore fini d'évoluer. Ah, je pense que surtout au niveau des couleurs, il y en a qui jouent noir, il y en a qui jouent rouge, il y en a qui jouent bleu. Je pense qu'on va avoir des versions qui vont commencer à se fixer, à avoir une version optimale qui va sortir. Ouais. Actuellement, c'est la noire qui perd parce que par historique, c'était celle qui était la plus jouée avant, donc c'est celle que les joueurs jouent le plus. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Mais toutes les autres versions ont leur petit charme, donc on va voir des trucs sympas. Bon, en tout cas, nous, on vous laisse là pour le main deck. On se retrouve d'ici quelques instants pour le side, sur lequel on va discuter des choix qu'il y a par rapport à ce pack. A tout de suite. Et nous voici à nouveau avec Timothée pour cette deck tech de Abzan, Coco, Vizir, Combo, Créature, voilà. Donc on va parler du side. Alors avant de parler de side, on tient à préciser comme à chaque vidéo, le side, la réserve, c'est vraiment quelque chose qui va être très très dépendant du méta dans lequel vous jouez. Et avec ce deck, c'est encore plus vrai. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, là le side qu'on va vous présenter, c'est un temps T, donc c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, vraiment en juin 2017. Si on regarde la vidéo plus tard, ça va changer. C'est dans notre méta ici, dans le coin en Alsace. Donc vraiment, on va vous donner une base d'idées sur ce qu'on va faire, mais n'hésitez pas après à voir un petit peu en fonction de votre méta s'il y a plus un certain type de deck. Par exemple, si à un moment vous vous retrouvez avec que des troncs chez vous, peut-être des cartes des Stone Silence, ça a l'air fort. Ça, exactement. Donc voilà, vraiment faites attention. Nous, on va commencer par le premier type de carte qu'on n'a pas du tout vu en main deck, puisqu'on a vu qu'en main deck, en fait, il y avait zéro moyen de gestion des créatures, d'enchantement, de choses, de permanent. Du coup, on va commencer avec des anti-bêtes. Effectivement, donc la game 1, comme on n'a pas d'anti-bête, on va être beaucoup plus sur une optique de gagner via la combo. Et la game 2, on sait qu'en fonction du deck qu'on a en face de nous, on va avoir besoin d'anti-bêtes parce qu'ils vont être plus rapides que nous, parce que c'est un deck combo aussi, donc il va falloir tuer leurs bêtes. Donc on a 5 anti-bêtes. Alors moi j'ai fait le choix de mettre 2 Abrupt Decay, 2 Path to Exile et 1 Maelstrom Pulse. Et ce choix-là vous permet d'être un petit peu prêt à affronter tout type de cartes, parce que Abrupt Decay va gérer et les créatures et parfois des cartes autres comme Cage du Fossoyeur, Rest in Peace qui peuvent vous poser problème. Path to Exile, ça va être très très fort contre certains types de decks, notamment les decks récursifs. Je pense au match miroir ou vers les créatures qui reviennent, ou alors Dredge, ou alors d'autres decks dans ce style-là. Sachant qu'avec Témoin Éternel, on peut faire revenir ces cartes. C'est ça. N'oubliez pas. Et Maelstrom Pulse, ça permet de gérer un tas de choses. Il suffit que vous êtes contre des Shadows, ils mettent 4 Tarmots, vous faites Maelstrom Pulse, vous êtes tranquille. Ça. En fait, Maelstrom Pulse, c'est en fait le 5ème slot qui des fois peut être ou un pass ou un decay. L'avantage, c'est qu'il n'a pas la limitation de coût de mana du decay qui est de 3. Donc on peut aller attaquer des choses qui sont à 5, 6, 7, voilà, vraiment qui sont importantes. C'est ça. Voilà. Donc avec ça, vous avez une bonne base pour essayer de tenir les jeux agressifs, notamment Death Shadow qui en ce moment est en train d'exploser, c'est sûrement le deck le plus joué. C'est ça, exactement. Voilà. À côté, on va avoir un petit peu de Disrupt, comme dit. C'est ça. Vous avez aussi énormément de jeux combo, notamment Storm et autres. Donc vous jouez des Passeurs de la Mer Creuse, des Tidal Sculler. Donc c'est une créature qui est noir et blanc. Donc au niveau de la mana base, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a vu qu'on jouait beaucoup de vert. Mais au final, elle a sa place, tout simplement parce que c'est une créature qui va faire un genre de contrainte. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille... Saisie, même. Parce que c'est créature aussi. Donc vraiment, c'est tout sauf terrain. Donc voilà, elle va carrément faire une saisie. Donc elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez regarder la main du joueur ciblé, sortir une carte, vous l'exilez, et quand le passeur de la mercreuse quitte le champ de bataille, il récupère cette carte. Alors il faut savoir qu'en plus de ça, dans le deck, on a des petits tricks à faire, parce que si vous avez votre voyant de viscère qui permet de sacrifier une créature, vous jouez le passeur de la mercreuse, il y a l'effet qui se met sur la pile, en réponse à l'effet, vous sacrifiez le passeur de la mercreuse, donc du coup, le deuxième effet qui dit que quand il quitte le champ de bataille, l'adversaire récupère sa carte se fait en premier, puis ensuite vous exilez la carte, et donc il ne récupérera jamais sa carte. Parfois, quand vous connaissez déjà la main de l'adversaire, ça peut lui permettre de dégager une carte de combo et d'être safe qu'elle ne reviendra jamais. Ça, c'est sûr au cas où on se dit, parce que s'il la tue derrière, il récupère sa carte, si on veut être sûr qu'il la récupère jamais. C'était le wording qui était un petit peu une erreur à l'époque de Wizard, puisqu'en fait on pouvait un peu tricher par rapport à cet effet-là. Ils l'ont un peu corrigé ces derniers temps, mais voilà, là du coup on peut vraiment faire ça. Et il faut savoir qu'avec Chronégralier, vous le faites revenir facilement, vous relancez l'effet et vous avez un tas de petits trucs qui permettent de bloquer les jeux combo assez facilement avec juste 3-4 cartes. Là on s'amuse. Voilà. Maintenant on va passer sur la dernière partie, donc c'est vraiment la partie sur laquelle vous allez pouvoir vraiment vous amuser, on va dire. C'est comme on l'avait dit, on a ce qu'on appelle des tuteurs de créatures qui sont les cordes d'adoration et les compagnies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher des créatures même quand on joue x1. Et ça devient puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer ce qu'on appelle des silver bullets. Silver bullets, voilà, c'est des balles d'argent, c'est par rapport au loup-garou. Tuer l'adversaire, c'est bien spécifique. C'est ça, donc on va avoir une carte qui va dire tiens, ce type d'adversaire-là, je veux le calmer. Et donc on va commencer peut-être par les... Alors les deux cartes qui permettent de calmer les decks... Voilà. Donc on va prendre Eldon de la rhétorique.
C'est une petite ingade qui dit que les joueurs ne peuvent pas jouer plus d'un sort par tour. Voilà. Et donc là, on a en viseur des decks comme Storm qui, eux, vont partir à jouer plein de cartes par tour. Ad nauseam, Voilà. Storm, voilà, Certains jeux combo. Ils commencent, en fait, en réponse, je corde pour ça, vous l'arrêtez. En plus, celui-là, il prend pas Bolt, il est plutôt bien. C'est ça, il a 1-4, donc il passe à travers Bolt, c'est super fort. La deuxième Silver Roulette, c'est Kataki, le sage de guerre. Alors, généralement, vous le rentrez quasiment que contre affinité, parfois aussi des Lanterne Control. Restore Balance, Lanterne Control. Et cette carte-là brille dans ses match-ups, c'est hallucinant. Vous la rentrez pas contre grand-chose, mais quand elle est là, elle fait des miracles. Parce que au début de l'entretien, tous les artefacts ont, vous devez payer 1, à moins que, enfin, pour garder cet artefact. Pour chaque artefact, il faut payer 1, sinon on le détruit. Donc du coup, sachant qu'on joue carte code d'adjuration, c'est comme quand on en rentre 1 en 7, c'est comme si on en rentrait 5 en fait. C'est ça. Alors faut faire gaffe parce qu'il faut savoir que les passeurs de la Mercose sont des artefacts aussi, et parfois vous avez les deux sur le terrain en même temps. Petite subtilité à noter. Voilà, c'est ça. La troisième Silver Roulette qui est rentrée, qui n'était pas jouée en side avant, mais qui est de nouveau rentrée, c'est justement. Linvala. Comme vous a dit, ce pack c'est un tier 1, donc ça veut dire qu'il dit tier 1 dit beaucoup joué. Oui. Et donc vous avez beaucoup de miroirs à affronter. Et pour affronter le miroir, on met Linvala. Ouais. Alors Linvala, il faut savoir que c'est une carte qui coûte 4 mana. Donc déjà, ça sort pas sur Collected Company, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on a les cordes d'adjugation qui vont permettre de la ramener. Et qu'est-ce que dit Linvala? Donc en plus des soins de 3-4 volts, qui a un body relativement solide, il fait que les créatures que les adversaires contrôlent, et uniquement les adversaires, donc c'est asymétrique, ne peuvent pas activer de capacité. C'est ça. Donc la combo adverse c'est fini. Oui. Les créatures ne marchent pas. Les créatures qui font du mana ne marchent pas. ne marchent pas. Les trucs qui font voilà. Donc ça bloque énormément de choses. La balise ne marche pas. Donc, en fait, ça se trouve. En fait, l'adversaire se trouve avec des créatures qui sont tout à coup des créatures vanilla qui ont plus d'effet. Et voilà. Et jouer des 2 pour une de 2, bah c'est pas terrible. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc ça c'est une carte qui est apparue vraiment il y a très peu de temps parce que du coup on commence à avoir beaucoup de matchs miroirs. Encore une autre carte qui est très fort dans le match miroir et qui peut faire office de Vras contre 2-3 decks. Donc le Pontiff d'Orzhov qui, quand il arrive en jeu, va mettre soit +1/+1 à vos bêtes, soit -1/-1 aux bêtes adverses. Et donc là on a vu qu'on jouait plein de petites créatures, des Manadork à droite à gauche qui ont 1 d'endurance, le Vizir il a 1 d'endurance aussi, le Voyant des Viscères 1 d'endurance. Donc vous le ramenez sur carte d'adjugation et vous faites une Vras sur le bord d'adverse. En plus de ça, vous pouvez le rentrer contre Abzan parce que Lingering Soul c'est une carte que vous aimez pas trop et bah ça permet de dégager toutes les âmes persistantes d'un coup. C'est ça. Voilà, il va briller contre Token. À l'époque contre Infect, c'est un must-have aussi. Ça, en fait c'est une carte qui avait un peu disparu. Parce que justement, en fait, elle était vraiment très forte contre Infect et c'est vrai que Infect a un peu disparu. Donc là, elle revient un petit peu. Toi, tu as fait le choix de la remettre, comme dit. C'est un choix. Et de temps à autre, vous venez, vous cordez pour ça, vous faites juste +1/+1 sur vos créatures, vous attaquez, ça suffit. Parfois, ça fait des conditions de victoire alternatives, ça reste une très bonne carte. Très fort. On va ensuite continuer avec des cartes un peu plus classiques qu'on voit depuis quelques temps. Parce qu'on a vu Abrupt Decay, c'est bien, mais c'est pas cordable. C'est ça. Donc vous jouez un Quasali Pride Mage. Parfois c'est aussi un Sage de la Réclamation. C'est un truc qui peut casser un artefact ou un enchantement en tant que créature. Donc vous ramenez ça et là vous pouvez casser soit le Rest in Peace qui va bloquer une des deux combos, soit la Cage du Fossoyeur qui va bloquer plein de cartes, soit un piège-fond tout simplement parce que vous pouvez pas attaquer. Donc ça a plein d'options et parfois l'exaltation ça fait juste grossir vos créatures quand elles attaquent et c'est très bien. Exactement. On va rentrer en carte spécifique contre le cimetière. On en a déjà un en main deck. Vous avez vu Donc on a dit que c'était une carte qui servait dans plein de match-up et là encore on en a une deuxième parce que des fois un ne suffit pas. S'il est géré on est un peu triste donc on en veut un autre. Et ne pas corde pour ça et pouvoir juste le piocher, des fois c'est très fort. C'est ça. Et c'est surtout qu'on peut pas jouer de cartes qui, comme Rest in Peace, on a beau jouer blanc, puisque nous on a besoin de notre cimetière. Donc on a besoin de jouer des cartes qui vont empêcher le cimetière adverse, mais tout en nous laissant notre cimetière à nous. Et Limon fait ça à merveille. Exactement. Pour finir, on a une petite carte, donc là c'est pareil, ça va dépendre de vous. Il y a des gens qui vont jouer Spellskite des fois. Ici on a rentré Burton Forchtender, qui est une 1-1 protection contre le rouge. Et très fort contre Burn. C'est ça. Et qui dit que si on la sacrifie, nos créatures protège toutes les blessures qui vont être infligées par une source de type rouge. Voilà, exactement. Donc du coup, l'intérêt c'est que c'est comme l'esprit dévoué. Ça va protéger nos créatures. Et donc là, on pense à Anger of the God tout de suite, qui est une Vras à 3 qui en plus va exiler vos créatures, donc vous aimez pas du tout. Et là, pour un mana, donc une corde qui coûte pas trop cher, vous pouvez ramener un truc qui va protéger de Anger of the God ou qui va protéger parfois de cartes qu'on a besoin en fait. Voilà. Et c'est vrai même contre Ad Nauseam, ça peut bloquer le kill, ça peut faire 2-3 trucs. Ça peut totalement bloquer le kill d'Ad Nauseam, et là il se retrouve pas très bien. Et c'est surtout que en fait, la force de cette carte, c'est que des fois on va être super chaud niveau mana, et pour faire une corde d'adjuration, on va pouvoir la faire K1, malheureusement, parce qu'il faut qu'on attaque. Des fois on peut pas rester toujours détapé avec nos créatures. Et la force de ça, c'est que du coup on a besoin de la faire que à 1. Sachant qu'il y a des versions qui vont jouer des Spellskite, il y a des versions qui vont jouer en side des Tidal Rest Tracker en plus, des trackers infatigables. Il y a vraiment, là c'est ce qu'on vous disait avant.
choix. Enfin, moi, chez moi, j'ai une pile de cartes comme ça qui est juste la toolbox. Vous pouvez mettre des trucs à droite à gauche. Il y a des trucs qui sont plus contre Burn, plus contre le cimetière. Si vous avez beaucoup de match-up bleus, vous pouvez rentrer de nouveau les Voice of Voice. Insurgence qui sont géniales, qui ne servent pas que contre les match-up bleus d'ailleurs. Vous pouvez parfois juste bloquer avec votre Voice, faire un gros token parce que vous avez 500 créatures et le smasher en face, il devient tout petit. 5-5, c'est plus assez pour lutter contre la Voice et ça devient très bien. C'est exactement. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu ce side, donc comme dit, on va juste parler un petit peu, justement, on parle de side, on va parler un petit peu de match-up. Oui. Avant de vous laisser, donc on va essayer de voir un peu quels sont les bons match-up du pack, quels sont sur ceux justement sur lesquels on se sent plutôt confiant, et quels sont les mauvais match-up. Alors on va parler des mauvais match-up, on va tout de suite commencer avec les trucs qui fâchent. Tron, ça a été un ennemi de ce deck depuis qu'il existe, parce que vous avez des créatures, vous ne voulez pas les voir exilées, et Tron il a une sale tendance à dire je joue Ugin, je brasse le board, et chaque tour je tue la créature qui arrive. Donc depuis qu'on a la nouvelle combo qui peut tuer tour 3, on est un petit peu plus serein parce qu'on arrive à le prendre de vitesse de temps à autre, mais c'est un match-up qui reste terrible et on n'arrive pas à le gagner. D'accord, il est vraiment compliqué. Et il est compliqué parce que même quand on fait point de vie infini, lui il peut en revenir très facilement, il a plein de solutions, il peut faire Karn, recommence la game, Ugin, je brasse le board. Ou non, il peut exiler avec Ulamog simplement. Voilà, il peut exiler des cartes avec Ulamog, donc il a trop de solutions pour en revenir et c'est compliqué. Eldrathron c'est un petit peu le même type de jeu, donc on a aussi du mal. Oui. Voilà. La force du pack, c'est justement par contre, c'est que on a une capacité à gagner tour 3 beaucoup plus constante qu'avant. C'est très régulier. Et du coup, on peut vraiment réussir à prendre le pack de vitesse parce que il faut savoir que Tron a très peu d'interaction avec l'adversaire finalement. C'est ça, et avant le tour 3-4, quand il y a les premiers Karn et Ugin qui arrivent, on est plutôt serein et c'est après que ça se complique vraiment. C'est ça, exactement. Voilà. Et du coup, au niveau des bons match-ups, ceux que tu sens plutôt, on va dire, confiant, même s'il n'y a pas de match-up 90%. Mais... C'est ça. C'est les match-ups un peu plus mid-range ou alors contre des decks un peu plus aggro. Je pense notamment à Burn ou Abzan. Avec 4 Kitchen Finks, on sent plutôt bien. Voilà, c'est ça, on sent plutôt bien. On peut faire des points de vie infinis. Burn, il aime pas trop. Et ensuite, premièrement, je pensais que contre Jund ou Abzan, on n'était pas si près que ça parce qu'ils ont énormément d'anti-bet. Mais il s'avère qu'on fait tellement de value dans ce pack entre les Eternal Witness, les Renegade Rallier. On peut ramener de la combo à droite à gauche. Finalement, ils n'ont pas assez d'anti-bet et on arrive parfois à les épuiser. Et juste en arrivant à invoquer plus de créatures que eux non anti-bet, on gagne. Super, voilà. Super. Bah écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette deck tech. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous répondra avec plaisir. Voilà, et on vous laissera voir du coup la deuxième deck tech et les games dans nos prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.